Parce que bon, je sais que personne ne fait jamais rien quand des meufs se font agresser ou suivre. Donc je préfère prévenir que lui est en train de nous suivre depuis tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère que tu vas vite bouger et arrêter de me regarder parce que je te jure qu'à un moment donné, ça va partir loin. D'accord? Les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est quotidien pour une meuf, tu vois. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de filmer, obligé de montrer. J'ai de la chance d'avoir justement cette visibilité-là pour que les gens se rendent compte. En plus, je les vois arriver à 15 000 km. Maintenant, je les connais par cœur, les gars qui vont venir me voir pour me saouler, tu vois. Même rien que tout à l'heure, juste je fais une story en disant salut. Et puis là, il y a un mec qui passe qui me dit dans l'oreille, t'es trop charmante. Et toi, t'es là en mode, mais frère, genre, juste, je sais, pas la peine de me le dire, merci. Toutes les meufs ont subi au moins une fois un harcèlement de rue. Un harcèlement de rue, toutes. Que tu as les cheveux de couleur ou pas, dans tous les cas, même que tu sois en jogos, que tu sois crade, tout ce que tu veux, tu as toujours un mec qui va venir te saouler tout le temps. Enchantée, ça, je suis trop contente. T'es contente? Oui, je suis très contente. Oui, moi aussi. Je bois un petit verre à ta santé. Voilà, moi je bois un petit verre, enfin un petit... une petite canette. Une petite canette à ta santé, Libellule, et à la santé de toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui vont découvrir ton profil, redécouvrir, ou tout simplement apprendre à te connaître différemment. Parce que tu as quand même plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et Instagram, tu as seulement 24 ans, tu proposes du contenu aussi coloré que tes cheveux, tu as une activité jugée atypique par beaucoup de monde, mais que toi tu assumes à 3 milliards, 3 milliards de pourcents, ouais, voilà. Et c'est pour ça que je suis ravi que tu sois là. Si vous connaissez Libellule, je pense que vous vous attendez à une interview en profondeur, à une interview travaillée. J'espère que ce que j'aurai préparé sera à la hauteur de vos espérances. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été très inspiré et que j'ai vraiment cette volonté d'apprendre à te connaître. Ok, trop bien. Voilà. Ouais, j'ai trop hâte. Même si j'ai regardé ton contenu sur les réseaux, je veux vraiment découvrir ce que j'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Non, normal. Ok. On est là pour ça. J'aimerais qu'on commence par les bases, Libellule tout simplement. Donc tu as choisi ce pseudo qui est Libellule. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait dire qu'on choisit jamais un pseudo par hasard. Sauf si je me trompe complètement. J'aimerais savoir pourquoi Libellule, en fait. C'est quoi l'histoire qui se cache derrière ce pseudo? Alors, en vrai, de vrai, je ne vais pas te mentir, il n'y a pas une énorme histoire. C'est juste que quand du coup j'ai commencé en tant que cam girl, il fallait que je me trouve un pseudo. Dans tous les cas, je voulais garder mon anonymat. Donc, il fallait que je me trouve un pseudo et je voulais quelque chose d'un un peu féerique, un peu dur de pomme. Et au début, c'était Dragonfly. Et du coup, Dragonfly, c'est l'anglais de Libellule. Et je me suis dit que pour le travail Dragonfly, c'était vraiment cool. Mais pour les réseaux, je voulais un truc un peu plus doux, un peu plus, tu vois, plus coloré, tu vois. Donc, je trouvais que du coup, juste le translate en français, c'était vraiment Libellule. Du coup, je me suis dit, ok, Libellule, c'est Insta, Dragonfly, c'est le travail du site. Donc voilà, et depuis, ça fait 3 ans que tout le monde m'appelle Libellule. Et c'est très très cool comme ça, je suis très contente. Et tu parles de tous les sujets extrêmement librement. Voilà. Par contre, ta véritable identité, tu la gardes pour toi. Ouais, mais il y a juste c'est ton jardin secret. Voilà, c'est ça, c'est mon jardin secret. C'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes proches. Donc je trouve que c'est important avec maintenant tous les gens qui me suivent et toute la médiatisation qu'il y a autour. Je préfère garder ça dans ma vie ultra privée parce que j'en dévoile quand même énormément sur les réseaux, on va pas se mentir, donc ça va, je peux garder ça, au moins c'est cool. Donc ta profession, c'est travailleuse du sexe. Ouais. On va en parler, tu vas pouvoir t'exprimer là-dessus. J'ai préparé tout un tas d'angles et de questions différentes, mais dans un premier temps, j'aimerais m'intéresser à ce qui s'est passé avant. Elle ressemblait à quoi ta vie avant ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avant cette activité? Alors, moi, j'ai fait un bac pro-vente, voilà, j'étais au lycée, j'ai juste passé mon bac, j'ai essayé de fuir l'école le plus possible. Pourquoi? Parce que, comme 80% des gens, harcèlement scolaire, difficultés à l'école, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, donc forcément beaucoup de difficultés en cours, quoi, à rester en place, à écouter. Ouais, la concentration très compliquée et dur, tu vois, je trouve pas ça, ça m'a pas beaucoup aidé en tout cas personnellement l'école. Donc dès que je suis sortie de là, j'ai vraiment voulu travailler le plus possible en fait, direct aller en entreprise, avoir un métier, gagner mon argent, pouvoir être le plus indépendante le plus vite possible et pouvoir partir de chez mes parents, quoi. Et du coup, j'ai commencé en tant que serveuse, un peu dans certains petits restaurants. Après, j'ai commencé un peu à monter en grade, à m'occuper de certaines équipes dans des établissements pareils de restauration, etc. J'ai beaucoup voyagé aussi, même pour travailler. J'étais faire les vendanges, tu vois. J'ai travaillé dans les champs, j'ai essayé de faire plein de taf. Et juste avant le travail du coup,
J'ai été agent d'entretien à la Brittany Ferry sur les bateaux. Donc pendant 1 an, j'ai ramassé le caca et le vomi pendant beaucoup d'heures par jour sur les bateaux. Donc je partais en mer pendant 1 semaine et je revenais. C'était, malgré le métier ingrat que c'est, c'était vraiment trop bien comme expérience. J'avais 19 ans, je travaillais sur les bateaux, je partais en Espagne, en Angleterre, en Irlande, même si j'étais femme de ménage et que vraiment les gens sont immondes. Hein. On oublie de le dire quand même que les gens dans les lieux publics sont dégueulasses. C'était un métier qui m'a vraiment appris plein de trucs en vrai. Et ça t'apprend sur l'humain, ce type de métier aussi? Ça m'apprend sur l'humain, ça me désespère un peu sur l'humain finalement, parce qu'en voyant l'état des lieux publics que je nettoyais, moi, c'était compliqué. Mais du coup, j'avais cette révolte. Du coup, tu vois, je me faisais pas appeler la femme de ménage. Déjà, j'avais inventé un mot, c'était Wonder Cleaner. Voilà, j'avais même imprimé un t-shirt avec un balai et une encre. Tu vois, en mode, moi je suis pas la femme de ménage, je suis votre super-héros parce que sans moi, vous marchez dans le caca et dans le vomi. C'est la vérité. Ouais. Donc du coup, je voulais vraiment glow up ce truc-là des femmes de ménage. On a essayé de, tu vois, j'étais toujours dans mon truc de très militante sur plein de choses. Donc même si j'étais tout en bas de l'échelle du bateau, tu vois, je montrais bien que j'étais là et que si nous, les femmes de ménage, n'étaient pas là, il n'y a pas de bateau, tu vois, finalement. T'étais respectée en tant que femme de ménage ou Wonder Cleaner? Ouais, j'étais vraiment respectée parce que je faisais en sorte de l'être. Et que, voilà, comme d'habitude, comme on me voit aujourd'hui, en fait, j'ai pas vraiment changé, j'ai la même mentalité, tu vois, genre, s'il y avait besoin de dire quelque chose qui me dérangeait, j'étais là, tu vois, je le disais, c'est pas parce que j'étais la femme de ménage que je devais fermer ma bouche, tu vois. Donc c'était très cool, j'ai eu des très bonnes expériences, donc trop bien, je me suis beaucoup battue, mais normal comme d'hab, on est une femme, donc on se bat tous les jours. Et ensuite, ben voilà, j'ai décidé que j'en avais un peu marre de travailler pour les autres et que j'avais envie de monter mon propre business, que j'avais envie d'être mon propre chef. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais. On m'a beaucoup dit, tu vois, et j'avais beaucoup de patrons masculins, des hommes qui étaient vraiment à la tête de leur entreprise et qui souvent me prenaient pour un peu leur larbin ou genre, je suis la petite meuf qui un peu la grande gueule, mais t'es qu'une salariée, donc au final, tu fermes ta gueule, tu vois, c'était clairement ça. Sauf que moi, j'ai dit, oulala, moi, je vais pas pouvoir vivre comme ça, les gars. Moi, je vous le dis direct, hein, pour 1200 balles par mois, ça va aller, merci. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lancer ma boîte, tu vois, mon propre truc. Et qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse? Et j'ai découvert l'industrie du sexe. Avant même que tu aies tes premières expériences, tu savais que c'était ce qui te correspondait? Ouais, parce que, en fait, j'y avais déjà pensé quand j'étais très jeune. En fait, je m'étais déjà 16 ans, genre 15-16 ans. Okay. Je m'étais déjà dit, putain, moi, le sexe, je sais qu'on peut faire plein de trucs. Imagine, je pouvais être actrice porno. Imagine, je ferais de l'escorting et tout. Ça m'intéressait déjà, tu vois. Mais voilà, j'avais 16 ans, 15 ans. Ça passe comme ça d'une oreille. Tu dis, oh, ça peut être cool. Mais après, tu fais ta vie, t'es à l'école et tout, quoi. Et c'est dangereux, il faut pas le faire, de toute façon, quand t'es jeune. On va en parler. Voilà, on va en parler de la prévention. Et du coup, au final, ouais, je me suis dit, l'industrie du sexe, c'est tellement géant, en fait. Il y a tellement de choses à faire dans l'industrie du sexe. Et le sexe, ça marchera toujours quand c'est consenti et quand c'est trop cool. Et j'ai envie d'en parler en plus. Donc, je me suis lancée en tant que camgirl. Juste avant qu'on arrive au parcours de camgirl, qui était, je crois, une de tes premières expériences dans cette industrie-là, en quittant l'adolescence, après le bac, qu'est-ce qui a animé cette envie d'émancipation? Pourquoi tu avais tant envie de tout de suite travailler, partir de chez tes parents? Je sais pas, je pense que j'ai toujours eu soif de liberté de ouf. Tu sais, de vraiment ce truc de je fais ce que je veux, un peu, tu vois. Je fais ce que je veux et je vais me battre pour rester moi-même. Et en fait, si j'ai pas envie d'aller à l'école, si j'ai pas envie, si je vous dis que moi, les études, c'est pas mon truc et que j'ai pas forcément envie d'avoir un bac plus 50, mais que je vais quand même réussir dans ma vie et que je vais quand même vous prouver qu'avec ce que je suis et avec mes ambitions, je vais y arriver. Bah, je me suis battue, tu vois, et j'ai voulu prouver à mes parents aussi que je pouvais être indépendante. Mes parents, ils ont eu 4 filles, on n'a pas été méga pété d'oseille, tu vois, donc forcément, je pense que j'ai cette éducation aussi d'avoir eu envie vite de soulager mes parents aussi. Donc, pour moi, c'était let's go, on va bosser, et puis je vais pouvoir vous laisser la petite dernière qui a pu se mettre trop bien avec mes parents parce qu'on a pu juste toutes les trois un peu s'émanciper beaucoup plus facilement, tu vois. Et je sais pas, la rencontre des gens, partir, travailler, avoir de l'argent parce que j'ai bossé, tu vois. Pour moi, j'adore, je trouve ça un mérite, tu vois. J'ai bossé pendant 15 heures dans la journée, ben, j'ai mon billet à la fin, c'est trop cool. Je vais pouvoir m'amuser, me faire kiffer, tu vois. J'avais vraiment ce truc-là et j'avais hâte, en fait, d'aller bosser et de sortir de ça, quoi. On va te découvrir tout au long de cette interview, mais je pense que vous avez déjà compris que Libellule, elle a un caractère très revendicateur. Ouais. Ce côté de ta personnalité, ouais. Est-ce que tu l'avais déjà gamine? Je pense, ouais. Je pense que c'est ça qui
qui a fait que c'était dur avec les autres au lycée, au collège, en primaire en fait, parce que les moments durs, ils ont commencé très très jeunes. Tu te laissais faire? Je me laissais faire, ouais, je pense en vrai. Je pense que je me laissais faire par désespoir en vrai. Parce que essayer tout le temps de se battre, de prouver que non, bah oui, je suis comme ça, je suis peut-être la fille bizarre. Mais t'étais la fille bizarre? Ouais, un peu, ouais. C'était ta répute? Ouais, j'étais un peu ouais, le vilain petit canard, quoi, tu vois. Vraiment le cliché du vilain petit canard, on me lançait des cailloux. Ça a été vraiment, j'ai senti une différence comme si j'étais vraiment la personne la plus différente. Tu craquais parfois? Oh, mais complètement, non, mais tous les soirs, toutes les nuits, tous les jours même, ça a été dur, ouais, ça a été dur parce que du coup c'est là où j'ai découvert mon hypersensibilité aussi, le fait de tout ressentir, le fait de ressentir tout fois 1 million, de prendre toutes les choses très très à cœur, tu vois. Et aujourd'hui je l'accepte, tu vois, mais à un moment donné de ma vie, quand j'étais jeune, je me disais mais putain, mais je comprends pas en fait, pourquoi je me sens si malheureuse, pourquoi j'ai l'impression que j'arriverai jamais à me sentir bien, à me faire accepter par les autres. Et quand je me suis fait le déclic de en fait je m'en fous de ne pas être acceptée par les autres, j'ai tellement kiffé ma vie et je me suis dit waouh, c'est tellement bien de faire tout pour soi et pas pour les autres, genre. Comment on fait pour se sentir heureux sans avoir cette volonté d'être accepté par les autres? Parce que plus on avance avec les réseaux sociaux, plus il y a ce besoin qui crée des gros problèmes d'ailleurs chez les jeunes et les adultes d'être acceptés par tout le monde. Ouais, je pense que ça a arrêté cette comparaison. Tu sais, c'est trop bien de suivre des gens, de voir des gens vivre leur meilleure vie et tout. Tu te dis, oh, mais c'est trop cool et tout. Et même si toi, ça te donne envie, que tu as envie, tu vois, d'être comme eux, d'avoir cette vie, soit tu t'en donnes les moyens, mais tu le fais à ta manière, tu vois, parce que chaque personne est différente, tu vois. Donc, ce sera jamais pareil que quelqu'un d'autre. Ou soit tu restes à l'envier, à le critiquer et à dire, oui, moi, j'arriverai jamais à m'accepter ou ça, c'est beaucoup trop dur. Viens, concentre-toi sur toi-même. Aujourd'hui, la vie, il y a tellement de trucs qui sont durs. C'est vraiment pas facile aujourd'hui, on va pas se mentir, surtout en tant que femme. Moi, je parle en tant que femme parce que voilà, je suis légitime de parler de ça. C'est pas facile, donc prends soin de toi. Et puis, je me suis dit, vas-y, si les gens ils veulent me comprendre, ils me comprendront, ils rentreront dans mon cercle. Si tu veux pas me comprendre et que tu me trouves bizarre et que tu n'arrives pas à me cerner dans ma sensibilité, bah, c'est pas grave. Donc tu t'entoures des personnes qui ont uniquement la même fréquence que toi, la même énergie que toi. Ouais, je pense que maintenant je les attire. Après ils viennent, ils repartent, ils reviennent. C'est très comme ça en fait dans ma vie. Des fois je m'accroche à des gens où j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé une fusion, tu vois, et au final ça s'essouffle. C'est très dur à vivre pour moi, mais je commence à l'accepter en me disant ok, ça devait arriver, c'est comme ça me fait mal, j'ai un peu mal au cœur, mais il y a d'autres gens qui vont arriver, tu vois. Je suis très ouverte à ça en fait. Tu as encore des blessures de cette enfance dont tu me parlais ou tu te sens guérie de tout? Je pense que ce serait prétentieux de dire que je suis guérie de tout. Je pense pas que je suis guérie de tout. Je pense qu'il y a encore quelques petits traumas qui titillent un peu de temps en temps. Mais j'essaye de les transformer en force. Tu vois, quand j'ai commencé à bien percer sur les réseaux, à vraiment où on m'a dit waouh, en fait, ça me fait du bien quand ce que tu me dis, et à m'assumer à 1 milliard de %, je me suis rendu compte. Enfin, tu vois, je repensais à moi de 12 ans dans un champ, parce que j'habitais au milieu des champs avant, en train de pleurer et me dire que j'arriverais jamais, que c'est trop dur en fait la vie. Tu sais, j'avais ce truc de cette adolescence où c'est dur de ouf en fait. Genre, c'est dur de s'aimer, c'est dur de s'accepter, personne ne te comprend. Tu es dans un monde, tu as l'impression que ça n'avancera jamais, que tu grandiras jamais. Tu as l'impression que tu auras 12 ans toute ta vie. Je pense qu'on a tous un peu ce sentiment-là. Et je repense à ça et je me dis, waouh, meuf, c'est bon. Arrivé, tu vois, tu t'es battu, tu as galéré, tu as chialé tout ce que tu as pu chialer et ça va continuer, tu vois. Mais aujourd'hui, tu es fière et je suis fière de ce que j'ai construit et je suis trop fière d'aider les femmes aujourd'hui à passer ce cap-là, tu vois. C'est quoi une travailleuse du sexe? Alors, une travailleuse du sexe, il y a plein de branches. Tu vois, il y a des actrices porno, il y a des lignes, alors moi, je suis travailleuse du sexe sur Internet, donc c'est-à-dire que je vends des vidéos et des prestations que sur visuel, que sur Internet. Je n'ai pas de contact réel avec le client. Et c'est ça que je fais. Après, il y a aussi les... Donc, tu as celles qui sont en contact direct avec le client. Il y a vraiment plein de branches, comme ça, du travail du même si tu vends juste tes pieds sur Internet, c'est considéré comme le travail du faire attention. Donc ça veut dire qu'il y a plein de... Si je prends l'exemple des candidates de télé-réalité qui vont en masse sur Mime ou sur OnlyFans, qui l'assument pas toujours. Moi, souvent, ce qu'elles me disent, c'est « Ouais, non, je veux pas en parler en interview parce qu'il y a mes parents qui regardent. » Alors, tu vas me dire si c'est dangereux de ne pas assumer quand on se lance dans quelque chose comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai parlé de ça, de toutes ces nanas de télé-réalité qui se sont lancées sur Mime pour seul but parce qu'elles savaient que ça allait faire un maximum d'argent. Et c'est trop cool, les meufs. Si vous arrivez à vous faire de l'argent et que vous kiffez, c'est vraiment trop, trop cool. Par contre,
Se dédouaner du fait que ce soit pas du travail du sexe. Ça, c'est un autre truc. Ce sont des travailleuses du sexe candidates? À partir du moment où tes clients vont se masturber sur tes photos, et en le sachant, elles le savent pertinemment qu'en postant des photos d'elles toutes nues ou en postant des photos sur un mime qui soit payant parce qu'elles ne peuvent pas les poster sur Instagram car c'est sauté par Instagram pour la nudité, etc. Elles savent que 90% des clients qui vont s'abonner vont se masturber dessus, donc vont avoir quelque chose de sexuel. Donc les candidates qu'on voit, enfin certaines parce que pas toutes, mais qu'on voit, je sais pas moi par exemple dans Le Reste du Monde ou dans Les Marseillais, mais qui ont aussi des comptes mime et OnlyFans, ces mêmes candidates qu'on voit sur des chaînes familiales sont des travailleuses du sexe. Pour moi, elles rentrent dans la catégorie. À partir du moment où tu vends ton corps, où tu vends des images, des vidéos de ton corps sur un site que 80% du temps c'est utilisé pour le porno, où tous tes clients vont se masturber sur tes photos, assume le fait que oui, c'est du travail du sexe et que tu gagnes ta vie, enfin tu gagnes une grosse partie de ta vie grâce à ça, parce qu'il faut savoir que les nanas de télé-réalité, après je les connais pas toutes, je ne connais pas trop leur histoire, mais c'est sûr qu'elles se font beaucoup d'argent et c'est très cool les meufs. Faut juste pas se dédouaner de ça et pas se dire ah non mais moi je fais pas du travail du sexe. Pourquoi, d'après toi, ton avis m'intéresse grave, on est passé justement du statut de candidate de télé-réalité qui faisait des placements de produits à une migration en masse de ces mêmes candidates dans cette industrie-là? Est-ce que tu les vois comme de la concurrence? Non, pas du tout. Non. Je pense qu'il faut pas avoir de la concurrence. Moi, justement, je suis très girl power, tu vois. Je suis très genre les meufs, si vous avez envie de vendre des photos de vous à Walp, vous êtes majeur, vacciné, vous le savez. Voilà. Après, par contre, ce qui est très dommage, c'est que la plupart ne font pas de prévention là-dessus. Elles vont juste faire une story en disant « j'ai posté des photos sur Mime », mais en fait, elles font pas de prévention avec tous les jeunes qui les suivent en leur disant « par contre, c'est pas des blagues Mime, c'est pas tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde va le savoir. Quand elles te disent oui, j'ai peur que mes parents ils le savent et tout, ça m'étonnerait qu'ils le savent pas déjà. Je veux dire, avec tous les comptes pirates sur Telegram, sur les comptes un petit peu bizarres où toutes les photos sont reprises des téléréalités, des meufs de télé-réalité justement qui font des mimes de nous, des tiktokeuses et tout. Il y a même des captures d'écran de stories de la situation sur des sites où les mecs se clairement, tu vois. Des photomontages. Des photomontages, des trucs de fou, tu vois. C'est sûr que tout le monde le sait. C'est sûr que tout le monde le sait et elles sont conscientes de ça, mais elles veulent encore une fois se dédouaner du fait d'être travailleuse du sexe, du fait de faire du sexe sans le vouloir faire du sexe, tu vois. C'est je poste des photos de moi tout nu, mais en sachant que la moitié se branche sur moi, tu vois. Il est dangereux ton métier? Il est dangereux, ouais, je pense qu'il est dangereux, ouais. Enfin non, je sais qu'il est dangereux. Il est dangereux justement pour ça, pour le fait que tes photos, tes vidéos peuvent être mises partout, peuvent être envoyées à tes parents. C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas, en gros, les canaux sur lesquels elles vont être Personne utilisées ne maîtrise par la suite. Internet, en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Personne ne maîtrise Internet. Donc il faut être conscient que ce que tu mets sur Internet, ça restera pour toujours. Et que tout le monde pourra le voir un jour ou l'autre. Comment tu sais, toi, par exemple, Libellule, que tu vas toujours l'assumer? Comment tu sais qu'à 40 ans, tu vas l'assumer, à 50 ans, à 70? En vrai, je ne sais pas, mais... T'as pas besoin de savoir. Non, j'ai pas besoin de savoir. Et puis j'espère que d'ici là, ça aura évolué. Tu vois ce que je veux dire? Et j'y compte bien, tu vois. J'espère que... et oui, mes enfants, ils seront. Voilà, mes enfants, ils seront bien évidemment ce que j'ai fait. Et je serais fière de dire que j'ai été là sur Internet pour essayer de parler de sexualité et de montrer que tu peux faire de la prévention tout en faisant le métier du travail du sexe, tout en surtout faire la prévention. De toute façon, ça c'est la base pour moi, c'est la prévention sur ce métier. C'est le but de quoi je parle de ça. C'est pas du tout pour que les femmes, les jeunes filles, elles ont envie de le faire. Tout à fait l'inverse, quoi. On va en parler de tout ça justement. J'ai encore plus de questions par rapport à cet aspect préventif qui est ultra important. J'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur ton business et sur tes créations de contenu. Je t'ai entendu dire, ça recouvre tout ce qu'il y a de la cam, de la vente de vidéos personnalisées, du téléphone rose, du téléphone noir, de la domination. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur chaque différent secteur. Camgirl, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors moi, j'ai été camgirl pendant 1 an, un peu plus d'1 an. Là, maintenant, je ne le suis plus. Mais en gros, je suis sur un site de cam avec plein d'autres meufs. Il y a plein de meufs. Et en fait, tu proposes un service de cam où, par exemple, tu es sur Skype et tu as un service de en fait. Tu avec le client en face. Ou sinon, justement, de la domination, tu domines le client en cam. Tout se fait juste par cam, en fait. Et sinon, tu peux faire des lives avec où il y a 300 mecs qui te regardent et qui te commandent des cams personnalisés pour qu'ils soient que avec toi. Tu vois, c'est des rendez-vous cam, en fait. Ok, ça rapporte bien? Ça rapporte bien quand tu travailles beaucoup. Voilà, donc il faut faire du volume? Ouais, il faut faire beaucoup. Moi, je me rappelle travailler, je sais pas, 12-13 heures par jour, quoi. Et si tu fais un live cam, ça peut rapporter combien? En fait, par exemple, c'est payé à la minute.
Et c'est payé à la minute, c'est payé à ce que tu fais devant la cam. Et ouais, c'est ça en fait. Genre, par exemple, un client peut me demander, je veux une cam de 15 minutes où tu te masturbes avec tel toy. Je veux que dans la vidéo, tu aies tel vêtement. Je veux que tu me dises telle chose. C'est ça qui m'excite, etc. Plus tu vas mettre des options dans ce que tu veux voir dans la vidéo. Je suis comme une actrice en fait. Ok, donc c'est toi qui définis ton prix. Tout à fait. À chaque fois, c'est différent. Ok. Voilà. C'est une prestation de service. Voilà, exactement. Ok, tu fais un devis. Ouais, je fais un devis. Exactement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça, ouais. Ouais, Ok, c'est ça. tu détailles, tu es précise dans ce que tu envoies Ouais, dans ton devis. Ouais, et après, ça peut Parce changer. qu'après, on peut très bien te dire, j'avais demandé ça, et toi, tu peux dire, bah non, tu vois, il faut que ce soit clair en fait. Ah oui, c'est très très clair par contre. Personne ne me contredit si le client. Enfin, je veux dire, c'est moi qui choisis. Je suis maître de ce que je veux faire avec mon corps et ça restera clair et net, quoi. Ok. La vente de vidéos perso, est-ce que c'est ce qu'on disait? C'est Mime, OnlyFans, c'est d'autres Ça c'est plateformes? Mime, ouais, ça c'est Mime, c'est plus. Du coup, j'ai vu que j'ai arrêté la cam, je me suis plus mis dans le fait de créer du personnalisé parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes là-dessus, en voyant que dans les sites gratuits qu'on peut trouver sur internet, c'est beaucoup des très hétérocentrés. 80% des femmes hétéros, elles regardent du porn bien pour pouvoir s'exciter parce qu'elles trouvent pas de hétéros qui les excitent vraiment. Souvent, c'est des clichés de gros gars là qui viennent éclater des meufs qui sont comme ça. C'est l'œil du mec qui a écrit le Voilà, scénario, quoi. exactement. Tu vois, c'est que de l'hétérocentré à mort, c'est que des mecs qui écrivent ça, donc forcément, les meufs, elles s'y retrouvent pas trop. Et du coup, j'ai commencé un peu à me renseigner, savoir ce que les meufs aimeraient voir, tu vois, dans le. Donc, j'essaye de faire du petit pour les meufs et hétéros, bien, etc. Et du coup, les clients, ils peuvent venir en DM me dire ce qu'ils aimeraient voir dans la vidéo pour qu'ils aient une vidéo vraiment personnalisée qu'ils peuvent regarder. Donc, ce que tu appelles vidéo personnalisée, ça veut dire que c'est pas juste regarder une vidéo générique, générale, qui sort sur des clichés. C'est toi qui l'as créé en fait. C'est toi qui l'as créé en fonction de la tendance du moment ou de ce que te demandent les gens. Ouais, et des fois même, moi, je fais des thèmes. Genre, des fois, tu vois, je fais des thèmes de vidéos où je jouis ton prénom, par exemple. Du coup, tu me donnes ton prénom, tu me dis un petit truc que tu aimes bien voir, si tu préfères voir mes fesses, si tu préfères voir telle chose. J'adapte ma vidéo, donc elle est personnalisée, et ensuite, je lui envoie. Donc ça, c'est pareil, c'est un devis. Voilà, c'est ça, exactement. C'est très clair, tu donnes un tarif. Exactement, ouais. Ok. Téléphone rose, pour ceux qui ne savent pas. Téléphone rose, ça c'est pareil, c'est faire l'amour au téléphone en fait. Vous pouvez le faire avec votre partenaire. C'est un numéro et c'est payant à la minute. Ouais, c'est un numéro et c'est payant à la minute, c'est payant, oui c'est ça, c'est payant à la minute, c'est payant en temps, c'est payant par rapport à ce que tu veux entendre. Tout est monnayable quand ça vient de mon corps et quand ça vient Donc de c'est comme si j'appelle une voyante, voilà, on me dit ça. Pendant 10 minutes ça coûte tant, si vous voulez rajouter des questions du temps, c'est ça. Et on se fait l'amour, on se fait au téléphone en fait. Tout simple. Et par contre, le téléphone noir, alors ça, j'avais jamais entendu parler. Et ben, le téléphone noir, c'est de la téléphone en domination. Donc, c'est beaucoup d'hommes qui adorent se faire dominer par des femmes et c'est souvent se faire insulter et se donner des ordres au téléphone à la personne qui écoute, quoi. C'est quoi le profil de... Alors, j'allais dire tes clients. Ouais, c'est ça, c'est tes clients, ouais. On les appelle tes clients? Ouais, bah oui, c'est mes clients. D'accord. Alors, c'est quoi le profil de tes clients? Âge, sexe? Alors, figure-toi qu'il y a vraiment de tout. Bon, j'ai beaucoup plus d'hommes, c'est sûr, mais j'ai aussi des femmes. Après, ça va de, je sais pas, ça va de 20 à, je sais pas, 50 ans peut-être. J'en ai pas eu beaucoup des très vieux. J'ai eu des couples pas mal, parce que ce que je faisais, moi, en cam, c'est que je faisais la voix off des couples pendant qu'ils faisaient l'amour. Donc, pendant qu'ils faisaient l'amour, je les guidais, je leur expliquais, tu peux faire ça et tout, c'est cool. Parce que j'ai une voix un peu sensuelle si je travaille bien le truc. Et du coup, je faisais des petits audios comme ça pour des couples. Et sinon, ouais, c'est un peu de tout. J'ai des gros chefs d'entreprise comme des jeunes étudiants. J'ai beaucoup de militaires. Enfin, j'ai eu beaucoup de militaires à l'époque. Mais c'est beaucoup souvent en domination, en tout cas, c'est beaucoup de gros chefs d'entreprise ou des gens qui ont des métiers très importants. Je pense qu'ils ont ce besoin de relâchement total, tu vois ce que je veux dire? Où ils sont toute la journée dans la domination du truc, où c'est des chefs. Et en fait, dans la vie personnelle, ils ont juste envie de se relâcher au max et se faire dominer par une... Ils ont envie de quoi, ces chefs d'entreprise, dans l'intimité? Ils ont envie de se mettre à quatre pattes. Ils ont envie de se relâcher la pression, je pense qu'ils ont envie de dépasser un peu leur limite pour pouvoir se relâcher à 100% et moi, je les accompagne là-dedans. Tu as des personnes importantes professionnellement? Ouais, par rapport à leur métier et tout, ouais. Tu signes des contrats de confidentialité, parfois? J'ai jamais signé de contrat de confidentialité, mais ils ont confiance en moi et j'ai confiance en eux sur certaines choses. Surtout quand c'est des clients qui reviennent souvent, que je commence à connaître, parce que des fois, forcément, moi, il y a un vrai rapport humain quand même tout de même. On apprend à se connaître à force de faire les mêmes cams, tu vois. Et moi, j'ai eu des clients pendant 2 ans et demi, j'ai eu les mêmes tout le temps, tu vois.
C'est un gros cliché ou pas que de dire, j'entends certains qui disent ouais, mais le type de client qui fait ce genre de choses, qui font ce genre de choses, pardon, c'est souvent des personnes, voilà, c'est des gros laidrons, quoi. Ils peuvent serrer personne dans la vie de tous les jours, donc ça se comprend. Pas du tout, mais pas du tout, quoi. Alors là, mais pas du tout. Et puis de toute façon, après, la beauté, c'est très subjectif, donc voilà. Mais pas du tout, hein. Il y a vraiment de tout, il y a vraiment pour tous les goûts, il n'y a pas de... Franchement, c'est une idée reçue, hein. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, même dans votre cercle d'amis, il y a des gens qui adorent faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, mais qui ne vous le diront jamais à cause de la société et à cause du tabou, du fait que le sexe est tellement grand et tu peux être excité par tellement de choses. Donc voilà. T'as dit, il ne faut pas juger, on ne demande pas de comprendre, on demande juste de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de juger, de sourire à une demande? Bah oui. Bah oui, ça m'arrive plein de fois de rire et de me dire « Waouh, c'est fou !» Mais en fait, moi, je suis tellement, je pense, ouverte d'esprit au max. Tu sais, il y a un max en mode vraiment que ça me choque pas, ça me surprend et je me dis oh, « C'est fou d'être excitée par ça, de vouloir faire ça. » Et j'étais tout le temps dans la demande de « Bah ok, je vais essayer. Si moi, ça me plaît de le faire et que ça me dérange pas de le faire, je le fais. Si je trouve ça un peu limite, je le fais pas. » Et voilà, mais s'il y a plein de demandes qui m'ont grave surprise ou que j'ai découvert. Je peux te demander quelques exemples de demandes qui, toi, t'ont surprise? Les hommes qui adorent mettre des couches. Ça, c'est un truc qui m'a... Des couches de bébé? Ouais, mais du coup, c'est des couches pour adultes, mais ils adorent mettre du talc, mettre des couches et se mettre dans une couche. D'accord. Ça, voilà. Là, je sais pas, ça, c'est un truc... je savais même pas que ça existait, tu vois, quand j'ai commencé ce métier. Mais un de mes clients avec qui j'ai fait ça, c'était un de mes clients les plus cool que j'ai rencontrés, genre trop sympa et tout. Et c'était juste son délire. Voilà, il aimait bien, c'était son truc. Donc bon, voilà, ça reste étrange. Mais c'est étrange parce que vous ne le voyez jamais. C'est étrange parce qu'on n'en parle jamais, tu vois. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai pu avoir d'un peu loufoque après, il y a des gens... après, il y a les classiques, hein, les gens qui adorent se mettre des légumes dans les... Ça, j'en ai eu des tonnes, hein, que ce soit des concombres, que ce soit des courgettes, que ce soit des bananes, que ce soit des pommes, tout ce que tu veux. Mais ça reste assez classique. Après, moi, j'ai travaillé dans le hard, où j'ai travaillé avec des scatophiles. Ça m'est arrivé de ordonner à un homme de manger son caca. Excuse-moi, pardon, parce que ça me fait un effet, oui. ça, par contre, pour le coup. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un truc que j'ai voulu essayer par curiosité, parce que moi, j'ai envie de tout essayer dans ma curiosité extrême, tu vois. Et j'ai dû faire 2-3 cams comme ça. Et je trouve ça toujours très curieux. Mais tant que ça ne fait de mal à personne, qu'il n'oblige personne d'autre à le faire et que c'est que de lui-même. T'avais pas de haut le cœur? Ah si, au début j'avais des hauts le cœur. Mais dans ma tête j'étais en mode ok, c'est de la mousse au chocolat, c'est du gâteau, ok. Et voilà. Mais ça c'était des cams qui étaient très très chers. C'est pour ça que je le faisais au début. Combien par exemple une cam comme ça? Oh, je sais pas, ça fait longtemps. Je pense que je la faisais payer. C'était une cam genre de 6 ou 7 minutes. Je crois que ça devait être genre 800, 900 €, un truc comme ça. Ça t'a surprise le scandale Dubaï Porta-Potty qui a explosé avant l'été? Bah, en fait, dans la télé-réalité, pour le coup encore. Ça m'a pas surprise. Donc je rappelle ce que c'est, excuse-moi, pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Une Dubaï Porta-Potty, c'était certaines candidates de télé-réalité ou influenceuses qui étaient pointées du doigt pour faire des actions sur le sol des Émirats Arabes Unis avec des hommes très riches, notamment de se faire déféquer sur elles, parce que tu nous racontais. Ouais, bah écoute, moi en vrai, de vrai, j'ai pas été surprise parce que ça, je pense que ça fait très très longtemps qu'elles le font et que plein de gens le font et que voilà, personne n'en parle et que ça est sorti aujourd'hui. Ce que j'étais étonnée, c'est qu'ils disaient qu'elles prenaient 10 000 €. C'est pas cher les meufs. Va falloir augmenter les prix parce que je trouvais ça vraiment pas cher. Mais après, en vrai, ça me... Ça t'a pas surprise? Tu le savais? Non, je le savais pas forcément, mais ça m'a pas plus choqué que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses, il faut plus en parler que ça, tu vois. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus choquantes qui se passent sur Internet que des nanas de télé-réalité qui rencontrent des mecs très riches à Dubaï pour se faire caca dessus, pour de l'argent. Tu les juges, ces candidates? Non, pas du tout. Non, je les juge pas. Est-ce qu'elles sont sales parce qu'elles font ça? Non, je pense... Enfin, non. Après, c'est quoi la définition de sale, en fait? Ça aussi, c'est pareil, c'est hyper subjectif pour chacun, tu vois. Moi, je pense pas que c'est ça la définition de sale. La définition de sale, c'est par exemple arnaquer ses abonnés, tu vois, ou faire du dropshipping, ou ou se prendre des milliers d'euros pour faire 2 stories alors que c'est un produit qu'ils vont pas utiliser, ou que c'est un produit qui va être nocif pour la santé des Donc le scandale des placements de produits te choque plus que le Dubaï ouais, Porta-Potty? Ouais, carrément. Je pense. Parce que ça a un impact sur les gens.
Alors que là, c'est un impact sur elles-mêmes. Laissez-les faire ce qu'elles veulent. Genre, si elles ont envie de faire ça, elles le font. Tant que justement, il faut continuer à faire de la prévention, tu vois. Mais ça, c'est leur problème, en fait. Pour toi, il faut être plus choqué si des personnes le sont. Et il y en a, hein, bien sûr, qui le seront. Hein, on le sait, hein, en faisant oui. cette interview, que ça va certainement faire réagir. Il faut être plus choqué par les candidates, les candidats ou les agences qui ont conscience des arnaques qui sont faites ou de ce que tu fais toi. Non, je pense, non. Du coup, je pense qu'il faut être conscient de tous les arnaques qu'il y a et de tous les marques qui sont mises en avant alors qu'il ne faudrait pas ou des choses comme ça. Hein. Parce que je pense que ça atteint beaucoup plus de gens qu'on te dit il y a un tel de télé-réalité qui s'est fait faire caca dessus pour 10 000 €. Tu as juste envie de dire OK. Et ouais, enfin bref, il y a d'autres choses de plus importantes que de parler de ça, je pense. Tu as dit, et non, je ne couche pas avec des gens pour de l'argent. Il y a des meufs qui le font, ça s'appelle des prostituées. Et c'est OK. Moi, je ne le fais pas parce que je n'en ai pas envie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits encore entre ton métier et la prostitution? Est-ce que ce que tu fais, c'est de la prostitution digitale? C'est quoi ton avis? Moi, je me considère comme travailleuse du sexe sur Internet. Voilà. Après, les gens, ils ont encore du mal à comprendre la différence. En fait, que moi, comme tu t'as dit, je ne vais pas à la rencontre du client, je ne couche pas pour de l'argent parce que j'en ai pas envie. Et si j'avais envie de le faire, je le ferais. Mais là, j'ai juste pas envie. Et celles qui le font par envie, parce que c'est leur métier, elles ont envie de le faire, c'est très bien pour elles. Elles font ce qu'elles veulent. Tant que vous protégez les meufs, c'est le plus important. Que vous faites attention à vous, c'est le plus important. Après, voilà, moi, si les gens ils ont du mal à comprendre la différence, j'ai assez expliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on a assez d'informations pour voir la différence entre les deux. Donc, voilà. Comment tu gères les tabous des algorithmes sur les réseaux sociaux? Parce que tu es présente sur les réseaux sociaux et les algorithmes sont terribles. Ah bah je gère rien du tout. J'ai perdu 6 comptes Insta et 6 comptes TikTok en 1 an. Donc, ça a été très dur. Parce que c'est beaucoup de travail pour tous les influenceurs, tous les gens qui créent du contenu sur les réseaux, vous le savez, les comptes, c'est comme ça qu'on peut partager, c'est comme ça aussi qu'on vit. Donc perdre ses comptes tous les 2 mois, c'était un petit peu relou au début. Là, je ne te parle pas du contenu, tu sais, que tu crées sur les applications dédiées, ou alors les cams, ou alors tout ce dont on a parlé. Là, je parle vraiment des réseaux sociaux. Ah, mais c'est ça. Voilà, le fait de t'exprimer librement sur la sexualité, tu vois, d'en parler sans rien montrer. Voilà, je n'ai jamais une seule fois sur TikTok parlé de mime, par exemple, ou fait de la promotion de mon mime sur TikTok. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais qu'ils ont sauté, et je sais que c'est très dur, parce que de nos jours, il y a beaucoup de mots sur ces réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, qui sont proscrits. Est-ce que ça, tu le comprends? Non. Pourquoi? Non, je comprends pas pourquoi il y a autant de tabous sur tu peux pas dire le mot sexe, tu peux pas dire le mot vagin, tu peux pas dire le mot clitoris, tu as par peur de te faire sauter ton D'ailleurs, je te dis, il se peut certainement que certains mots ont été mis en silence dans cette vidéo. Voilà, c'est fou quand même. Mais je le dis. Alors qu'en vrai, on dit rien de grave. On dit rien de choquant. En vrai, je m'intéresse à toi, je te pose des questions sur une activité qui est réelle, sur une jeune femme qui est en face de moi qui est réelle. Pourquoi est-ce que je devrais nier cette réalité? J'ai envie de te comprendre, j'ai envie de te découvrir, quand bien même je ne partage pas toutes tes idées. Complètement, tu vois, c'est ça, c'est juste pourquoi tout censurer? En fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a ce côté d'Internet où en fait, ils vont censurer le mot sexe, ils vont censurer tous les mots qui vont avoir rapport à la sexualité. Et ils vont pas censurer beaucoup de propos racistes, homophobes, transphobes qui tournent beaucoup sur les réseaux, à la télé. Tu vois, genre, moi, des fois, je swipe comme ça sur mon TikTok et 80% du temps, je vois des extraits de trucs de passage télé là, horribles où c'est hyper transphobe, hyper homophobe. Et je me dis, mais grossophobe, en ce moment, j'en vois plein. Et je suis en mode, mais comment ça reste sur Internet? Moi, à côté, qui parle de sexualité, qui essaye de parler des poils, qui essaye de parler de plein de trucs pour les meufs, on vient m'attaquer, tu vois. Je pense qu'il y a un problème de priorité dans l'algorithme, en fait. Elles sont malsaines, ces censures? Ouais, je pense, c'est malsain, en fait, de Pourquoi c'est malsain, selon toi, d'empêcher aux utilisateurs des réseaux sociaux d'accéder à ce type d'informations? Parce qu'après, ils sont obligés de s'informer sur peut-être des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour eux, tu vois. Je pense que chaque sujet, c'est important d'en parler, mais il faut adapter son discours. Tu vois, quand je parle de sexualité à quelqu'un qui a 12 ans, quand je parle de sexualité à quelqu'un qui a 24 ans, mon discours va être le même, mais avec des propos différents. Tu l'adaptes? Bien sûr, tu vois, je l'adapte. Et je pense que c'est ça le plus important. Et si l'adaptation a été faite sur les réseaux, je ne vois pas pourquoi on serait censuré. Tu vois. Quels sont les subterfuges que tu trouves? Parce que j'imagine que tu dois en trouver. Ouais, franchement, j'essaye. Des fois, j'essaye de replacer des mots et tout. Et des fois, je n'arrive plus à faire l'effort. Donc,
je dis juste les choses et voilà, ça passe ou ça casse, tu vois. Mais là, en vrai, en ce moment, c'est cool parce que j'ai trop de la chance d'avoir une communauté vraiment qui s'appelle les Babies et qui me soutiennent vraiment. Et maintenant, les gens, ils ont compris qu'en fait, j'allais pas m'arrêter en fait de parler de ça. Mais pourquoi c'est si important pour toi? J'ai l'impression que c'est viscéral de contribuer à libérer cette parole-là. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu l'avais pas toi, plus jeune? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas de repères? Ouais, j'aurais trop aimé en fait avoir ça. J'aurais trop aimé savoir ce que c'était mon clitoris, tu vois. J'aurais trop aimé savoir ce que c'était le consentement. Moi, je savais pas à 12 ans qu'est-ce que c'était vraiment le consentement. On n'en parlait pas tellement, tu vois. Et c'est dur d'en parler à ses parents, tu vois. Les parents, et c'est dur d'en parler à leurs enfants, je comprends. Et moi, avec tous les témoignages que je reçois par jour de nanas qui me disent « grâce à toi, je sais ce que c'est vraiment le consentement, je sais comment dire non, je sais que telle personne n'a pas le droit de faire ça sur moi parce que c'est mon corps, je connais de plus en plus mon corps, je m'accepte de plus en plus. » Parce que plus tu connais ton corps et ton intérieur, tout ce qui peut se passer avec, plus c'est facile de t'accepter et de vivre ta vie un peu plus facilement, tu vois. Donc, c'est clairement le truc de je veux me battre pour continuer à que les meufs se sentent bien, que tout le monde se sente bien avec ça, que les garçons se sentent bien avec le fait que les femmes parlent de qu'elles ont ce besoin, oui, de se faire du bien et de se connaître, tu vois, avant de savoir mettre une capote sur une banane, tu vois. Parce que c'est ça qu'on nous apprend dans les 2 heures de sexualité qu'on a à l'école, tu vois. Et ça, c'est grave encore aujourd'hui. Le rôle des réseaux pour toi, c'est de rassurer tout un chacun dans ses idées ou de bousculer tout un chacun dans ses idées? Je pense que c'est un peu de tout, tu vois. Après, j'ai le truc de... Ouais, j'aime bien un petit peu, tu vois, bousculer un peu... Est-ce qu'il faut sur les réseaux sociaux qu'on me montre que ce que j'aime, que ce que je consomme, que ce que je considère être mon éducation, mon environnement? Non, je pense qu'en fait, tous les jours, ça change en fait par tout ce qui se passe. Vu que la vie, elle est pleine de surprises un peu tous les jours, je pense que ton discours, il s'adapte un peu avec tes expériences, avec ce que tu vis. Moi, je pense que si tu regardes mes vidéos, quand je parle de sexualité il y a 1 an et aujourd'hui, ça a un peu changé forcément, parce que j'ai encore plus d'expérience, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, donc je me suis adaptée, je me suis renseignée. Et je pense qu'on évolue tous avec notre discours, en fait. Il faut continuer à évoluer, c'est trop bien, en fait. Mais tout en restant dans la simplicité et ouais, vraiment en mode c'est tranquille et c'est normal de parler de ça, tu vois. On parlait tout à l'heure de la famille, tu me disais que tu avais 3 sœurs. Ouais. C'est ça. Et tu as dit dans tous les cas, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes cousins le sauront. On l'a bien compris, je pense que tu as totalement raison et c'est important de le dire. Comment toi, tes parents, ils l'ont appris? Comment tu leur as dit? Et je suis tombée sur une vidéo, si je ne me trompe pas, avec ta grand-mère. Ouais, t'as vu? Où tu dis « Mamie, je suis travailleuse ». T'as vu, elle est trop mignonne en plus, ma grand-mère, je l'aime. Non, là, ma mère, je crois que genre, je suis allée chez elle et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé un nouveau taf. Ça faisait genre 1 ou 2 mois que j'avais commencé. Et je lui ai dit, écoute, là, en vrai, je gagne bien ma vie. Je vais arrêter d'être à découvert. Je lui ai dit vraiment ça en mode, c'est sûr, je vais pouvoir acheter mon camion et faire ma vie. Et en fait, je travaille dans le site et je vends des prestations sur les réseaux. Enfin, sur un site, quoi, je lui ai dit. Et en fait, je lui ai juste montré. En fait, je lui ai juste montré, je lui ai appris ce que je faisais, ouais. T'as pas été gênée? Non, pas du tout, non. C'est ma maman, hein, celle qui m'a fabriqué, donc en vrai, pas du tout. Et elle m'a juste dit, j'espère que c'est pas dangereux et que tu as bien conscience que c'est sur Internet. Je te fais confiance. Si tu te sens bien de faire ça, si tu te sens à l'aise, fais-le, fais juste attention à toi. Et voilà quoi. Et après, elle l'a dit à mon père, on en a parlé avec mon père en mode, bah voilà, je lui ai expliqué un peu ce que je faisais. Après, il n'a pas envie de tout savoir. Logique, c'est mon papa, tu vois, je suis encore son bébé, donc il n'a pas envie de tout savoir. Bon, même si maintenant, avec les apparitions télé et médias, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il sait et c'est trop bien parce qu'ils me soutiennent à donf. Et non, j'ai eu de la chance avec ça, avec ma famille. Hein. Franchement, il n'y a pas eu de soucis, même avec mes amis et tout. Genre, en fait, ils me connaissent, tu vois. Je suis comme ça, en fait. C'est pas étonnant, en fait, que je fasse ça. C'était pas si étonnant que je fasse ça, que je parle de ça haut et fort et tout, que j'assume à 100% dès le début. C'était pas... Ouais, c'était pas étonnant, quoi. C'est moi, quoi. Je suis comme ça. Et le copain? Mon fiancé. Le fiancé? Le fiancé. Pardon. Bah oui, parce que t'es fiancée. Ouais, je suis fiancée, bon, ouais. Tu le montres pas, hein? Non, je le montre pas. Personne sait à quoi il ressemble. Mais aussi, je l'ai décrit, quoi. C'est un grand barbu british, quoi. Mais... genre hipster? Ouais, un peu, ouais. Mais un peu plus bûcheron viking, ces grosses barbes rousses, les cheveux longs comme ça, des gros tatouages, un peu baraque et tout, genre gras. Et ouais, mon fiancé, bah, lui, alors là, c'est la sagesse incarnée. Hein. Il m'a juste dit, écoute, c'est ton corps, ma chérie. Hein. Donc, il t'a connu, t'avais déjà cette activité? Non. Ah, non. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble quand j'ai commencé. D'accord. Et tu lui en parlais déjà? Il connaissait cette appétence? Oh, bah, de toute façon, moi, il savait très bien que c'était quelque chose d'hyper important, d'hyper présent dans notre vie. Hein. Nous, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et le sexe est toujours aussi fou et régulier et tout le temps. Nous, on a un rapport aussi
qui est hyper libéré. On a déjà fait l'amour avec plusieurs femmes en même temps et tout, ensemble. Ah d'accord, donc il y a du libertinage dans votre couple. Ouais, il y a du libertinage, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la sexualité libérée, je dirais, tu vois. Et du coup, quand je lui ai dit, écoute, je pense que j'ai envie de me mettre sur un site de cam pour faire un peu de cam et tout, tu vois. Il m'a dit, bah, écoute, ma chérie, voilà, c'est ton corps, t'en fais ce que tu veux, c'est pas à moi de décider. Et il a raison, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux finalement. Et j'avais pas besoin de son approbation, j'avais juste besoin qu'il me soutienne et il l'a fait et il est trop fort en fait. Il me soutient depuis le début et il est trop fort. Donc ça baisse, à ton niveau, à votre niveau, au niveau du fonctionnement de votre couple, ça baisse pas la libido? Absolument. Ça crée pas de dispute? Pas du tout, ça ne fait que l'augmenter, c'est que de l'amour, c'est quel plaisir d'aller voir mon mec et de lui dire putain aujourd'hui j'ai trop bien bossé, j'ai fait telle vidéo, tel truc et tout, on va pouvoir continuer les travaux de la maison, on va pouvoir faire tout ça et tout, genre je suis devenue une businesswoman, il est trop fier de sa femme qui gagne son fric avec bah là on peut le dire, avec sa sueur, avec son corps et c'est trop cool tu vois. Et comme n'importe quelle businesswoman ou businessman, même si c'est une passion, il y a des downs, il y a des ups, il y a des moments où on se sent mieux que d'autres. Il y a des moments où on a plus envie que d'autres. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est comme dans n'importe quel métier, j'imagine. Il y a des moments où tu te remets en question, il y a des moments, tu as déjà eu envie de tout arrêter, il y a des moments où tu es plus sensible, plus à fleur de peau que d'autres. J'ai jamais eu envie d'arrêter, ça c'est sûr. Là, à part la cam, la cam en fait j'ai petit à petit arrêté parce que j'ai commencé sur les réseaux. Que, en fait les réseaux ça m'a pris beaucoup de temps vu que j'avais beaucoup de demandes et que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sur la sexualité féminine, que je me suis vraiment plus concentrée là-dessus. Et après en vrai, ouais des fois j'ai des, enfin je sais pas, des fois je me fais des remises en question, je pense que c'est nécessaire. Tu sais des fois tu te poses et tu te dis ok. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Surtout que j'ai eu des gros pics comme ça dans l'influence, des gros pics de médiatisation, de questions autour de moi, autour de pourquoi j'étais comme ça et tout. Et du coup, je me suis auto-posé la question de oula, pourquoi en fait je fais ça? Est-ce que je le fais parce que j'aime ce que je fais? Et la réponse a été très rapide. Je me suis juste dit ouais, en fait, c'est trop bien en fait. C'est trop bien de parler de ça avec les meufs, c'est trop bien de se sentir libérée. J'adore quand les meufs dans la rue elles viennent me voir en me disant putain, je me suis redécouverte grâce à toi, je me sens beaucoup mieux et je me dis ok, c'est ça que je veux faire en fait aujourd'hui. C'est ça en fait. T'as l'impression d'être utile? Ouais, ça fait du bien, j'adore ça, j'adore pouvoir aider les gens et ouais, il y a mon truc de féministe, girl power qui est là en mode vas-y les meufs, on est ensemble et on va se mettre bien, tu vois. Je t'ai entendu dire sur une de tes vidéos, tu parlais que tu t'étais pris une vague de haine. Ah ouais. C'est régulier? C'est beaucoup moins maintenant, mais tout au début, c'était beaucoup de menaces de mort, de menaces de vie, des insultes, mais alors là... Mais en fait, mes vidéos, elles ont presque percé au début à cause des méchants commentaires et à cause du fait que j'en avais tellement rien à foutre de ce que les gens disaient que je jouais de ça, tu vois. Au début, ça a été pour mes poils sous les bras, donc j'ai commencé à faire plein de vidéos là-dessus parce que je me suis dit, mais attends, c'est fou qu'aujourd'hui, les gens soient aussi choqués. Donc, je vais arriver et je vais encore plus les choquer pour leur montrer, les gars, c'est rien, on est des humains. Les poils, c'est ok, les gars. Et du coup, il y a plein de meufs qui se sont dit, bah ouais, j'avoue, pourquoi je me rase sous les bras? Et elles se sont posé la question à cause des pubs à la télé, de la société, de toutes les petites meufs qui sont en mode, oui, pour l'été, soyez complètement sans poils, achetez ce rasoir. Tu vois, tout ça, c'est un truc qui est très cercle vicieux. Et moi, je suis arrivée pour casser ça. Le fait d'assumer ma petite poitrine aussi, d'avoir les cheveux de couleur, de parler haut et fort de sexualité, de dire que je fais caca, que j'ai mes règles. Tout ça, ça a été très choquant au début pour les réseaux. Vraiment, j'ai vu cette vague de mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es trop moche, mais va te raser, t'as pas d'estime de soi, t'as pas d'estime de toi, t'as aucune dignité. Tu étais là en mode, mais les gars, je suis juste une meuf avec des poils. Hein. Tu sais, ça a été très très gros quoi. Mais vu que voilà, je suis contente. Cette vague de haine, elle était sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'elle est déjà arrivée dans la rue, dans ton quotidien? Alors non, enfin si, vite fait, genre j'ai déjà eu 2 petits trucs en mode regardez, c'est la grosse TikTok et tout, et des trucs comme ça. Mais c'est tellement rien par rapport à l'amour que j'ai tous les jours, dès que je sors dans la rue, dès que je vais à quelque part, ça me remplit d'amour. Tous les Melly Babies qui viennent me voir en me donnant de l'amour, c'est tout ce que les gens peuvent me dire de négatif s'efface au moment où on vient me dire que... Par contre, tu es très regardée, je le sais, ouais. Dans la rue. Ouais. Même par ceux qui ne connaissent pas forcément exactement. Ton contenu. Ouais, de ouf. De par ton maquillage, de ouais. par les tatouages, de par le look, de par les cheveux, de par les ongles. Ouais. Quand tu portes un short, quand tu es habillé trop coloré. Et tu n'hésites pas d'ailleurs à passer des coups de gueule en public. Je te propose de regarder cette vidéo. Parce que bon, je sais que personne ne fait jamais rien quand des meufs se font agresser ou suivre. Donc je préfère prévenir que lui est en train de nous suivre depuis tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère que tu vas vite bouger et arrêter de me regarder parce que je te jure qu'à un moment donné,
ça va partir loin. D'accord? C'est très bien. Ah, tu rigoles pas. Ah non, mais c'est bon, ça m'a saoulé en fait. Il m'a saoulé, lui, à me suivre partout là. C'est bon, c'est relou en fait. On était tout comprimés en plus là et je change 2 fois de tram et il me resuit. Qu'est-ce qui te pousse à prendre ton téléphone et vraiment à faire une annonce dans la rame, quoi? Mais parce que les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est quotidien pour une meuf, tu vois. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de filmer, obligé de montrer. J'ai de la chance d'avoir justement cette visibilité-là pour que les gens se rendent compte que tout ça, c'est réel. Donc à chaque fois, en plus, je les vois arriver à 15 000 km. Maintenant, je les connais par cœur, les gars qui vont venir me voir pour me saouler, tu vois. Même rien que tout à l'heure, juste, je fais une story en disant salut. Et puis là, il y a un mec qui passe qui me dit dans l'oreille, t'es trop charmante. Et toi, t'es là en mode, mais frère, genre, juste, je sais, pas la peine de me le dire, merci. Et en fait, non, à chaque fois, je veux montrer parce qu'on me le dit trop en mode oui, t'abuses, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, je suis sûre que t'extrapoles. Non, les gars, les gars, c'est tout le temps. Je peux pas marcher 150 mètres sans me faire siffler, arrêter, suivre. Ton style, celle que tu es, te crée des problèmes au quotidien en termes de regard, en termes de distance, en termes de suivi, là, comme ça? Non, bah en fait, oui, mais c'est juste le fait d'être une femme. Toutes mes copines, toutes les meufs ont subi au moins une fois un harcèlement de rue. Un harcèlement de rue, toutes. Que tu as les cheveux de couleur ou pas, dans tous les cas, même que tu sois en jogos, que tu sois crade, tout ce que tu veux, tu as toujours un mec qui va venir te saouler tout le temps. C'est un truc de ouf. Là, tout à l'heure, en venant jusqu'ici, il y en a eu 3. T'imagines? En 5 minutes de marche, c'est juste épuisant, tu vois. Donc moi, je prends mon tel et je filme. Je filme, je monte, je poste. Voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, c'est les vidéos qui font le plus de vues. Alors que ça ne devrait pas, tu vois, parce que le truc, c'est qu'il y a du contenu tellement plus mieux et intéressant et cool sur les réseaux, tu vois, que en fait, se faire harceler dans la rue, en fait. Et au final, comment il a réagi, ce suiveur? Il rigolait. Il rigolait parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ah, les gens s'en foutaient? Ah, mais les gens, mais ils ont malgré ce que tu rien à faisais? foutre. Mais bien sûr, c'était encore plus moi, du coup, la bête de foire que lui, en criant. Parce que du coup, c'est moi qui suis passée pour l'hystérique. Donc la c'était toi. Voilà, c'est moi qui me fais passer pour l'hystérique, la capricieuse. Toi, t'as qu'à pas t'habiller comme ça, t'as qu'à pas te maquiller comme ça, sinon ils te suivraient pas. Et toi, t'es là en mode, mais les gars, quoi, genre... en fait, c'est quoi? Je dois attendre de me faire virer pour que quelqu'un bouge. Et encore, est-ce que quelqu'un va bouger? Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est super grave, tu vois. Je suis tombée aussi sur une vidéo où tu parles en toute liberté de ton endométriose. Ouais. C'est quoi les symptômes? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as? Je sais que tu t'en parles avec beaucoup de recul, de détachement, tu fais du second degré, de l'humour là-dessus. Ouais. Au quotidien, ça ressemble à quoi? Bah en vrai, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. C'est la pire sensation de ma vie. C'est les pires moments de ma vie dès que je suis en grosse crise d'endométriose. Les petites crises, j'arrive à les gérer parce qu'en fait, ça va vraiment par parcimonie. Ça peut être des petites pointes qui te tendent un petit peu, mais elles vont durer quelques secondes. Et tu as la grosse crise d'endométriose qui te paralyse, en fait, qui te rappelle que tu peux rien faire contre ça, en fait, contre ton corps et ce que tu subis. Tu as un traitement? Non. Non, j'ai pas de traitement parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas hyper... En fait, on n'en sait rien trop encore ce que c'est. Tu vois, les gens. C'est très long à déceler. Ouais, déjà. c'est très long à déceler. C'est pas méga pris au sérieux. Tu vois, on n'en parle pas depuis hyper longtemps et les traitements sont pas encore super sûrs. Tu vois, moi j'ai rencontré des nanas qui se sont même fait opérer 7-8 fois, mais rien n'a changé. Ça les a plus détruites qu'autre chose, tu vois. En fait, j'ai du mal à faire confiance à la médecine, je vais pas mentir sur ça, tu vois. Comme pour les pilules, des trucs comme ça, tu vois. Tout ça, c'est un peu tendu quand même, on ne s'intéresse pas trop à la douleur des femmes par rapport à ça. Donc en vrai, je subis. Voilà, clairement. Je subis et je prie pour pas être stérile. C'est la seule chose que je prie. Quoi. Tu parles d'enfants avec ton chéri? Ouais, bah ouais, lui, il attend que ça, lui. Mais là, avec tous les projets qu'on a, que j'ai, moi, professionnellement, je peux pas. Mais ouais, on veut des enfants, ça c'est sûr. Mais on veut en adopter aussi, donc voilà. Être épanoui, vivre ses choix, en quoi c'est ultra méga important dans la vie de chacun? C'est important, je pense, pour être heureux et heureuse en fait. C'est important de vraiment se poser la question à soi-même avant de penser aux autres, avant de penser ce que les autres penseront en fait. C'est exactement ça. C'est toi avec ton toi-même, qu'est-ce qui te rend bien, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien quand tu te lèves le matin. Et si tu n'es pas dans cette période-là, fais tout pour que ça change. Fais tout pour que tu te sentes bien en fait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie, c'est pas facile.
Nous, aujourd'hui, moi, je trouve qu'aujourd'hui, bah, moi, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir manger tous les jours, manger à ma faim, dormir toujours dans un bon endroit, me sentir bien malgré l'endométriose, mais avoir quand même de la bonne santé. Et si tu as tout ça, en fait, si tu peux manger, si tu te sens bien dans ta vie, tu as la santé à peu près, bah, tu as déjà tout, en fait. Donc, prends ça et transforme-le fois 1000 et fais-le, kiffe-le fois 1000, en fait. Je pense que quand tu as dépassé ce truc-là, c'est cool, en vrai. Et enfin, comment selon toi on peut se sentir libre d'être soi dans une société qui attend de nous peut-être une certaine similarité? Ouais, je pense qu'il faut casser ce truc en fait là, de cette case et de cette société. C'est dur de ouf. Je comprends que c'est dur pour certaines personnes de s'affirmer, de casser ce truc du regard des autres et tout. Mais c'est un travail à se faire tous les jours. Tu te lances des petits défis, tu vois, tu te dis putain, j'ai jamais osé porter ce t-shirt, peut-être qu'aujourd'hui je vais le faire. Et ça va être dur, mais je vais y aller, tu vois. Et petit à petit, quand tu t'auto-considères que tu es incroyable et que vas-y, tu es trop forte, tu es trop fort de le faire, ça va aller, tu vois. Mais c'est des petites étapes, il faut y aller tranquille. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec ma communauté? De continuer à déverser de l'amour et de la sexualité et du consentement partout. Et des arcs-en-ciel partout. Merci Libellule. Merci à toi, c'était trop cool. Ah, c'était trop cool aussi, vraiment. J'espère que tu l'as senti. J'ai pris beaucoup de plaisir à te questionner et à te découvrir également. On peut te retrouver sur ton compte TikTok, c'est Libellule la Queen. Ah, oui. Et sur ton compte Instagram, c'est Libellule1616. Le mot de la fin, je te l'offre, ta caméra. Elle est là. J'en appelle à toute votre bienveillance et tolérance. Je vous vois déjà. Quand bien même on n'est pas d'accord, on ne partage pas les idées, on est là pour comprendre. Et c'est tellement enrichissant de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Exactement. De prime abord. Exactement. Ciao. Mais en tout cas, aimez-vous, c'est le plus important. Love yourself, c'est vraiment la base. Apprenez avec votre corps. Le consentement, c'est hyper important, vraiment, pour toutes les situations, pas que pour le sexe. Donc vraiment, faites attention à ça. Et voilà, je vous aime, même si vous êtes des haters, je vous aime. Bisous!